Il y a des gens qui atteignent un âge avancé en se tenant debout sur leurs deux pieds et des gens qui attendent simplement qu'on les porte. La différence n'a rien à voir avec la chance. J'ai 84 ans. Je m'appelle Madeleine. Quand Henri est décédé, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Tout le monde avait des conseils. Emménage chez tes petits-enfants. Vends la maison. Une femme de ton âge ne peut pas s'en sortir seule. Et pourtant, me voilà. Non pas parce que ma famille m'a sauvée, non pas parce que le destin a décidé d'être généreux. Je tiens encore debout parce que, des décennies auparavant, j'ai commencé à construire les 5 seules choses qui vous soutiennent vraiment quand tout le reste s'effondre. Personne ne m'avait prévenu. Personne ne s'était assis avec moi pour me dire « Madeleine, si tu veux rester libre, si tu veux rester toi-même, voilà ce que tu dois bâtir. » J'ai dû le comprendre en observant, en regardant les gens autour de moi soit rétrécir dans la dépendance, soit tenir leur position jusqu'au bout. La première chose, c'est votre capacité physique à continuer de bouger. Pas courir des marathons, pas s'entraîner comme une athlète, juste bouger, délibérément chaque jour. J'ai compris cela brutalement quand j'avais 72 ans. Je me suis réveillée un mardi et je ne pouvais pas me lever sans m'agripper au montant de la porte. Mes hanches semblaient figées dans le béton. Mes chevilles étaient gonflées. Je suis restée assise là, au bord du matelas, à respirer à travers la douleur, et j'ai pensé, alors c'est ainsi que ça commence. Et puis j'ai pensé à une femme prénommée Dorothée qui habitait 3 portes plus loin. Elle avait 68 ans quand ses genoux ont lâché. Elle n'y a pas accordé beaucoup d'importance au début. Elle s'asseyait simplement plus souvent. Mais s'asseoir est devenu toute sa vie. 18 mois plus tard, elle vivait dans une chambre d'appoint chez son fils. Elle n'avait pas perdu sa vivacité. Elle n'avait pas perdu son esprit. Elle avait perdu sa mobilité. Et avec elle, ses choix. Quand on ne peut plus porter son propre corps d'une pièce à l'autre, on ne peut plus porter ses propres décisions non plus. Ce matin-là, assise au bord de mon matelas, j'ai fait un vœu. Je bougerai chaque jour, quoi qu'il arrive. J'ai commencé par rien de spectaculaire. 20 minutes de marche lente dans le quartier, des rotations douces aux chevilles et aux poignets, des levées de genoux en douceur, assises sur la chaise de cuisine. Aucun effort pour impressionner qui que ce soit, juste de la constance. Parce que j'avais compris à ce moment-là ce qui était vraiment en jeu. Aujourd'hui, à 84 ans, je m'habille seule. Je marche jusqu'à la pharmacie. Je porte mes propres sacs à la maison. Et cela signifie que je n'ai jamais à attendre l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais à demander la permission d'aller quelque part. Ma voisine, Roselyne, a arrêté de bouger à 74 ans, convaincue que le repos la protégerait. Mais le repos a accéléré le déclin. Aujourd'hui, elle a besoin d'un déambulateur pour atteindre sa porte d'entrée, et elle ne peut pas entrer ou sortir de chez elle sans qu'une autre personne se tienne à ses côtés. Sa prison n'a pas de barreaux, elle est construite entièrement de l'immobilité qu'elle a choisie. Ne laissez pas cela vous arriver. Votre corps est le fondement de toutes les autres libertés que vous possédez. Protégez-le comme une forteresse, parce que c'en est une. La deuxième chose, c'est apprendre à avoir besoin de moins. Pas comme une punition, pas comme une forme de pauvreté, comme une stratégie. Durant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que la sécurité signifiait l'accumulation. Plus d'argent mis de côté, plus de biens, plus de confort autour de moi. Je croyais qu'avoir plus de choses m'isolerait de la fragilité de la vieillesse. Je me trompais complètement. La vraie sécurité ne tient pas à combien on possède, elle tient à combien peu on requiert. J'ai compris cela à 69 ans. Environ 18 mois après la mort d'Henri. J'étais assise à la table de cuisine tard le soir, en train d'examiner les factures d'une maison qui avait 4 chambres et 2 étages
et un jardin qui réclamait une attention constante, et je me suis posé une question difficile. Pour qui est-ce tout cela? Je pensais à un homme prénommé Gérard, dans la rue d'à côté, qui avait travaillé 40 ans sans jamais toucher à ses économies de retraite, qui avait bâti une vie qui paraissait magnifique de l'extérieur et qui le détruisait silencieusement de l'intérieur. Vers la fin de la soixantaine, les coûts avaient dépassé ses revenus. Sa pension ne suivait plus. Il a commencé à emprunter de l'argent à sa fille, discrètement d'abord, puis avec une fréquence croissante. Je l'ai regardé se diminuer chaque fois qu'il devait passer cet appel. J'ai vendu la maison. J'ai acheté un endroit plus petit, de plein pied, payé comptant, peu d'entretien, facile à chauffer. J'ai renoncé à la deuxième voiture. J'ai arrêté de manger au restaurant 6 soirs par semaine. J'ai arrêté d'acheter des objets simplement parce que j'avais pris l'habitude d'acheter des objets. Et quelque chose d'inattendu s'est produit. Je me suis sentie plus riche. Non pas parce que mon solde bancaire avait augmenté, mais parce que mes obligations avaient diminué. Quand on n'a pas besoin de grand-chose, personne n'a de prise sur vous. On ne doit de gratitude à personne pour un sauvetage financier. On n'a pas à arrondir les angles de ses opinions pour préserver la paix avec quelqu'un qui contribue à payer vos factures. J'ai une amie chère prénommée Paulette qui a 81 ans et qui vit encore dans une maison de 6 pièces qu'elle ne peut pas se permettre d'entretenir. Elle refuse de déménager parce qu'elle se soucie de ce que diront les voisins. Alors elle se débrouille à peine. Elle demande de l'argent à ses enfants et fait semblant que ça ne lui coûte rien. Sur le papier, elle possède plus que moi. Dans les faits, elle est bien moins libre. La troisième chose, c'est votre santé. Non pas la santé avec laquelle vous êtes né, mais la santé que vous construisez à travers vos habitudes quotidiennes. Je veux être directe à ce sujet, parce que j'ai vu trop de personnes de mon âge subir des conséquences entièrement évitables. Votre corps ne négocie pas avec vous après un certain point. Soit vous l'entretenez, soit il commence le long processus de recouvrement de ses dettes. Mon frère aîné Victor a ignoré chaque signal que son corps lui envoyait pendant 30 ans. Il mangeait ce qui demandait le moins d'efforts à préparer. Il a fumé jusqu'à la mi-soixantaine. Il n'allait chez le médecin que quand quelque chose avait déjà sérieusement dérapé. À 73 ans, la facture est arrivée. Diabète sévère, maladie cardiovasculaire et une tension artérielle qui nécessitait 3 médicaments distincts rien que pour l'écarter d'un danger immédiat. Il n'est pas mort, mais à bien des égards importants, il a cessé de vivre. Il est devenu l'administrateur à plein temps de sa propre détérioration médicale, coordonnant les ordonnances, se rendant chez des spécialistes 2 fois par semaine, structurant chaque repas autour d'une liste d'ingrédients interdits. C'était le reste de sa vie, gérer les conséquences de quelques décennies d'indifférence. J'ai emprunté un chemin différent. À 67 ans, j'ai changé les conditions dans lesquelles j'opérais. J'ai commencé à marcher avant le petit déjeuner chaque matin. J'ai commencé à cuisiner de vrais aliments à partir d'ingrédients réels. Je buvais de l'eau, je dormais correctement et j'allais chez le médecin chaque année, quelle que soit mon apparente bonne santé, parce que j'avais compris que la prévention n'est pas la même chose que le traitement et que détecter un problème tôt fait la différence entre un inconvénient mineur et une épreuve qui dure des années. Aujourd'hui, à 84 ans, je ne prends aucun médicament quotidien. Mes marqueurs cardiovasculaires sont bons. Mon médecin me dit que mon corps fonctionne davantage comme celui de quelqu'un de 15 ans plus jeune. Je ne suis pas exceptionnel. Je ne suis pas favorisé par la génétique. J'ai simplement pris de petites décisions constantes sur une très longue période, et ces décisions se sont accumulées. La liberté que j'ai maintenant, la liberté de gérer ma propre santé, de ne pas avoir besoin que quelqu'un me rappelle de prendre mes pilules ou m'emmène en voiture à des rendez-vous 3 fois par semaine, est le retour direct sur cet investissement. Gagnez votre santé chaque jour
ou passez vos dernières années à payer les intérêts de la négligence. La quatrième chose, c'est la capacité de survivre à la perte sans en être détruite. C'est celle dont personne ne veut parler. Mais après 60 ans, la perte n'est pas une visiteuse occasionnelle. Elle s'installe. Elle apporte ses bagages. Les personnes autour desquelles vous avez construit votre vie vont commencer à partir. Par la mort, par la distance, par l'érosion ordinaire du temps. La question qui définira vos dernières décennies n'est pas de savoir si vous ferez face à des pertes dévastatrices. Vous y ferez face. La question est, pouvez-vous continuer à vivre après elles sans avoir besoin que d'autres personnes portent le poids de votre deuil à votre place? Quand Henri est décédé, j'avais 68 ans. Nous avions été ensemble pendant 46 ans. Dans les semaines qui ont suivi, j'avais l'impression qu'on m'avait arraché un organe. Une partie essentielle de moi-même avait simplement été retirée. Je pouvais voir très clairement les deux chemins qui s'offraient à moi. Je pouvais me dissoudre. Je pouvais laisser le deuil devenir toute mon identité, rester à côté du téléphone à attendre que mes enfants appellent, construire mes journées entièrement autour de la question de qui viendrait combler le silence. Ou je pouvais faire mon deuil, genuinement, profondément, et continuer à marcher malgré tout. J'ai choisi de continuer à marcher. Je pleurais quand j'en avais besoin. Il me manquait à voix haute, à moi-même et aux gens qui l'aimaient aussi. Mais je n'ai pas transformé mon vide en obligation pour quelqu'un d'autre. J'ai maintenu mes habitudes. J'ai continué à me montrer présente. Et peu à peu, avec soin, j'ai construit quelque chose de nouveau autour de l'espace qu'il avait laissé. Pas meilleur, pas identique, juste différent. Une amie, Béatrice, a perdu son mari à peu près à la même époque. Elle a cessé d'aller aux choses qu'elle aimait autrefois. Elle a cessé d'appeler ses amis. Elle s'est installée dans une sorte d'attente suspendue, comme si elle retenait son souffle jusqu'à ce que quelqu'un vienne restaurer ce qui lui avait été pris. Ses enfants ont essayé. Ils venaient constamment. Ils appelaient tous les jours. Mais ils ne pouvaient pas y remédier, parce que le deuil n'est pas quelque chose qui se règle par la présence des autres. Il se métabolise par votre propre volonté de continuer à le traverser. Béatrice a maintenant 82 ans et est toujours suspendue, toujours en attente, silencieusement furieuse que personne n'ait réussi à la rendre entière à nouveau. J'ai aimé Henri complètement, mais je ne croyais pas que ma survie était la responsabilité de ses enfants. La résilience ne consiste pas à être imperméable à la douleur. Elle consiste à être prête à se relever après que la douleur vous a renversé et à recommencer la prochaine fois et celle d'après. Sans cette volonté, vous passerez le reste de votre vie à dépendre des autres pour vous relever du sol. La cinquième chose, c'est la connaissance la plus claire de qui vous êtes et un refus absolu de la céder. C'est peut-être le danger le plus invisible du vieillissement, parce qu'il ne s'annonce pas. Il arrive silencieusement, habillé en bienveillance. Passé un certain âge, les personnes qui vous aiment le plus vont commencer à prendre des décisions à votre place. Lentement d'abord, puis avec une confiance croissante. Vos enfants adultes décideront ce qui est sûr. Vos médecins parleront de vous comme si vous n'étiez qu'un corps dans un fauteuil plutôt qu'une personne avec un point de vue. La société abaissera ses attentes envers vous sans vous le dire. Et si vous n'êtes pas profondément certaine de qui vous êtes et de ce que vous exigez et de ce que vous n'accepterez absolument pas, vous irez simplement dans le sens du courant. J'ai vu cela arriver à une femme prénommée Louisette. 69 ans, vive comme une lame, entièrement capable. Sa famille a commencé par insister pour qu'elle renonce à sa voiture.
Puis ils l'ont persuadé de s'installer dans une ville plus proche d'eux. Puis ils l'ont détourné des activités qu'ils jugeaient trop physiquement ambitieuses. À 79 ans, Louisette vivait une vie conçue entièrement autour de l'anxiété de sa famille plutôt que de ses propres désirs. Elle avait été guidée vers une existence plus petite, une restriction réfléchie à la fois, et le ressentiment qu'elle en éprouvait la consumait lentement de l'intérieur. Quand ma fille a suggéré que je pourrais envisager une résidence avec service, juste par précaution, juste pour être raisonnable, j'ai décliné, sans hostilité, sans drame. J'ai dit « J'entends ta préoccupation et je comprends qu'elle vient de l'amour. Mais tant que je suis capable de gérer ma propre vie, j'ai l'intention de continuer à le faire. Si cela change, nous aurons cette conversation, mais nous n'en sommes pas là. » Elle a insisté. Elle a fait appel à l'inquiétude et à la culpabilité. Elle m'a abordé sous plusieurs angles pendant plusieurs semaines. Mais je savais exactement qui j'étais et ce que je n'étais pas prête à abandonner. J'ai maintenant 84 ans. Je vis dans ma propre maison. Je prends mes propres décisions. Je mange ce que je choisis de manger et je dors quand je choisis de dormir. Et je passe mes journées selon ma propre conception de ce qui compte. Non par entêtement, par connaissance de moi-même. Si vous ne vous connaissez pas clairement, vos valeurs, vos lignes rouges, les choses pour lesquelles vous préféreriez vous battre plutôt que d'y renoncer, les autres combleront cet espace avec leurs propres préférences, et vous passerez vos années restantes à vivre la version que quelqu'un d'autre a imaginée pour votre vie. Alors les voilà, les 5 choses. Votre mobilité physique, votre capacité à avoir besoin de moins, votre santé entretenue quotidiennement, votre résilience face à la perte, et votre connaissance de vous-même tenue fermement. Personne ne peut les construire à votre place. Personne ne peut les préserver en votre nom. Votre famille peut vous aimer sans limite, et cet amour ne suffira pas sans ces 5 choses. Et si vous avez 60, 70 ou même 80 ans, il n'est pas trop tard pour commencer. Mais vous ne pouvez pas tarder. Commencez à bouger votre corps aujourd'hui, pas la semaine prochaine. Commencez à simplifier ce dont vous avez besoin. Commencez à prendre votre santé au sérieux comme une pratique quotidienne. Commencez à traverser votre propre douleur au lieu de la déléguer. Commencez à savoir pourquoi vous vous battez. Je peux vous dire avec une certitude absolue que dans 20 ans, vous ne regretterez pas la discipline. Vous ne regretterez jamais que l'attente. Si quelque chose dans ce que j'ai dit a résonné en vous, laissez-moi un commentaire ci-dessous. Je les lis tous, et ils comptent plus que vous ne le pensez. Et si vous voulez aller plus loin dans cette conversation, une autre vidéo vous attend en ce moment même sur les 3 choses que personne ne vous dit avant de vivre seul pour la première fois. Les vérités inconfortables que j'ai dû apprendre par moi-même et comment je m'en suis sortie sans me perdre. Cliquez dessus maintenant. Et si vous voulez continuer à vous asseoir avec moi, abonnez-vous, je serai là.